En 2020, les gens nous demandaient « Ok, pourquoi pas faire de la sensibilisation ?» Mais la question, c'était en gros « À quoi ça sert ?» Maintenant, la question que les décideurs nous posent, c'est pas « À quoi ça sert ?» mais c'est « Comment je mets un programme qui fonctionne ?» On se rend compte, et c'est en fait, il y a une application de la loi de Pareto qui se vérifie, c'est que 80% des problèmes viennent de, malheureusement, 20% des collaborateurs. Il y a des chercheurs en cybersécurité à Harvard qui ont montré que le coût pour réaliser des attaques de spear-phishing avait été diminué de 95% en utilisant l'IA. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Angle d'attaque, l'émission business, stratégie et cybersécurité de Risque Intel Média. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui viennent d'arriver sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Puis pour les autres, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ça nous permet de nous donner de la force et de vous proposer toujours un contenu plus qualitatif. Gaspard Drose, bonjour. Vous êtes directeur général de Mantra by Cyberguru, qui est une société à l'origine française. Et récemment, en mars dernier, vous avez uni vos forces avec Cyberguru, une entreprise italienne, afin de créer un leader européen dans la sensibilisation à la cybersécurité. Et c'est d'ailleurs le thème de l'émission d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'IA et comment cette dernière peut être utilisée pour assurer la résilience des organisations face aux cyberattaques. Bonjour Yasmine, et on est très heureux, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de sensibilisation. C'est un sujet qui parle beaucoup à notre public, puisqu'ils suivent l'ensemble de nos contenus, et c'est vrai que la sensibilisation, pour nous, c'est je dirais une approche très importante. Moi, j'ai travaillé justement dans le passé dans la sensibilisation à la cybersécurité, et j'ai donc pas mal de questions à vous poser aujourd'hui. Ces dernières semaines, on a pu voir une grande actualité. Tout le monde en a parlé, et je parle notamment de la fuite massive de Bouygues. Je rappelle, c'est 6,4 millions de comptes clients qui ont été exposés. Ça a été extrêmement commenté, et je me suis posé la question, est-ce qu'un tel événement, véritablement, est-ce que c'est un électrochoc en termes de sensibilisation? Est-ce que vous avez vu un shift dans le comportement et l'appréhension sur ces sujets? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette attaque de Bouygues Télécom. Je pense que pour être tout à fait équitable, il faudrait dire aussi que en fait, SFR, Free et Orange ont aussi été concernés par des attaques dans l'année passée. Donc, ça ne sert à rien de résilier votre abonnement chez Bouygues Télécom à cause de ça. Tout le monde est concerné par le problème. C'est évident que ce genre d'attaques, ce sont des électrochocs pour les gens. Pourquoi? Parce que des marques comme Bouygues, c'est des marques qui sont connues du grand public. Ouais. Et donc, forcément, ça amène les gens à en parler et à se questionner. Après, est-ce qu'il y a eu un comportement, une évolution des comportements suite à cette attaque? Pas directement, mais je pense qu'en fait, on est sur un phénomène un peu pavlovien, c'est-à-dire que, à force d'avoir des électrochocs qui se répètent, et qui se répètent de façon de plus en plus fréquente, forcément, le cerveau commence à imprimer et commence à comprendre que oui, il y a un danger, que oui, c'est un sujet, et c'est ça qui fait que progressivement, on arrive à avoir une vraie évolution des comportements. C'est vrai que 2024, moi je le dis toujours 2024, 2025, c'est l'hécatombe des fuites de données. On a eu effectivement la Bouygues, mais on a eu énormément de grandes enseignes qui ont également été attaquées et qui se sont retrouvées avec une fuite de données massive. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que vraiment l'ensemble de ces alarmes, informations qui sortent dans les news, est-ce que ça va nous donner envie d'être sensibilisés, ou est-ce qu'on va se retrouver dans une situation un peu défaitiste où on se dit, bon, encore une énième fuite, est-ce que ça change grand-chose à mon quotidien? Non, je pense pas du tout qu'il y ait d'effet d'usure, c'est un peu au contraire, c'est un peu le contraire qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes par exemple client d'un assureur, client d'un opérateur téléphonique, pour le cas de Bouygues Télécom en l'occurrence, et que vous recevez un mail de votre prestataire qui vous explique que votre pièce d'identité, en tout cas la copie de votre pièce d'identité est dans la nature, que votre numéro de téléphone portable est sur des forums de cybercriminels, forcément, ça vous affecte personnellement. Et plus ça va se répéter, au contraire, plus les personnes vont se sentir affectées, vont se sentir en danger. Donc, je ne pense pas du tout qu'il y ait un effet d'usure. Je pense qu'au contraire, ça ne fait que amplifier la prise de conscience des collaborateurs, mais aussi un peu des citoyens, sur le fait que les enjeux de cybersécurité sont des enjeux absolument critiques. D'une certaine manière, à toute chose, malheur est bon. Si on peut essayer de voir le côté positif de ces fuites de données, c'est que ça permet quand même d'avoir une prise de conscience qui est beaucoup plus forte sur ces enjeux de cybersécurité. Alors, je l'expliquais au départ, vous avez fondé Mantra, alors forcément, vous avez aussi du recul sur cette question de sensibilisation. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment les choses ont évolué sur ces dernières années? Est-ce que vous avez vu justement une direction prise sur cette sensibilisation à la cyber? Ah ouais, moi je suis creux. C'est une excellente question. Je trouve qu'il y a eu une très forte évolution des états d'esprit vis-à-vis de la sensibilisation entre le moment où on s'est lancé, qui était entre 2020 et 2021 et 2025 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2020, les gens nous demandaient OK, pourquoi pas faire de la sensibilisation, mais la question c'était en gros à quoi ça sert. Donc on était vraiment dans une phase d'évangélisation du marché. Maintenant, la question que les décideurs nous posent, c'est
c'est pas à quoi ça sert, mais c'est comment je mets un programme qui fonctionne. Ok. Donc, on est passé d'une logique de est-ce que je m'équipe à comment je m'équipe. D'accord. Donc, en fait, finalement, on se pose plus la question de la sensibilisation, on se demande surtout comment on va l'implémenter dans une entreprise Exactement. et comment on va pouvoir justement la rendre la plus efficace. Hein, parce que l'objectif pour un directeur de la cyber, c'est d'avoir des résultats. Comment lui, il peut mesurer justement ces résultats? Je pense qu'il y a un certain nombre de KPIs qu'un décideur dans la cybersécurité, que ce soit un RSSI, un DSI, peut mesurer et qui vont lui permettre en fait de se faire un avis objectif, qu'il va d'ailleurs pouvoir partager avec son COMEX ou son CODIR, sur l'efficacité du programme de sensibilisation qu'il va mettre en place. Donc il y en a pas mal, mais ceux qui sont évidemment le plus scrutés, j'ai envie de dire, ça va être évidemment tout ce qui est taux de suivi des programmes de e-learning, quel que soit le format. Évidemment, ça ne sert à rien de faire des programmes si personne ne les suit. On va évidemment mesurer le taux de clic avec un certain niveau de granularité, parce que c'est pas la même chose de cliquer sur une campagne qui est, je dirais, assez évidente que cliquer sur un email de spear phishing extrêmement ciblé. On va aussi regarder, par exemple, le taux de reporting des campagnes de phishing. Est-ce que les gens ont une démarche active vis-à-vis des phishing? Est-ce qu'ils sont vraiment là pour essayer de signaler et de faire progresser le niveau collectif de l'entreprise? On va aussi regarder le taux de compromission des utilisateurs face à des campagnes de phishing, etc. Donc, il y a quand même toute une batterie de KPIs qui permettent d'avoir une conversation objective et rationnelle sur le sujet de la sensibilisation. Moi, j'ai une question qui vient vraiment de mon expérience, parce que j'ai fait de la sensibilisation à la cybersécurité dans un grand groupe, et je m'étais posé la question à l'époque, c'était en 2018, donc ça fait un petit moment, et je sais que les choses ont beaucoup évolué sur la sensibilisation, et heureusement, je me suis demandé est-ce qu'il était possible aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle un suivi du profil du cliqueur compulsif. Ce monsieur ou cette madame qui tombe tout le temps dans le panneau, et sur lequel il faut peut-être avoir un suivi plus poussé. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que effectivement, quand on regarde les statistiques avec un peu de recul, on se rend compte, et c'est en fait, il y a une application de la loi de Pareto qui se vérifie, c'est que 80% des problèmes viennent de malheureusement 20% des collaborateurs. Donc, on est quand même capable d'identifier généralement au bout d'un an de recul ces personnes-là. Je pense que à ce moment-là, il y a deux actions qui sont possibles. C'est d'une part avoir un outil qui va de façon un peu automatique intensifier le programme de formation pour cette personne, pour s'assurer quand même qu'on essaie de la faire progresser. Et puis, jamais perdre de vue aussi le côté humain. Je pense que c'est là où justement toute la valeur ajoutée des professionnels de cybersécurité existe, c'est d'aller voir les personnes en question, essayer de comprendre quels sont les freins, les blocages qu'elle a, pour réussir justement à faire évoluer positivement ces personnes. Et puis si vraiment on est dans des situations extrêmement compliquées, où en fait on est face à une personne qui en fait, je dirais, fait un peu un refus d'obstacle, refuse de s'intéresser à la cybersécurité. Après il y a des approches qui peuvent être, je dirais, graduelles, mais qui peuvent être justement de réduire les droits d'accès de la personne, pour s'assurer que même si on sait que c'est une personne à qui on a un niveau de risque, on va limiter l'exposition qu'elle a pour éviter que les conséquences soient trop graves. D'accord, donc on peut identifier cette personne-là et donc prendre des mesures. Évidemment, bien sûr. Okay. Ouais. Alors, je me posais également, pour venir sur la question de ce qui s'est produit avec Bouygues et donc de l'ensemble du bruit qu'il y a eu autour, est-ce qu'on peut utiliser justement cet impact médiatique pour pousser de la sensibilisation, pour expliquer que la sensibilisation est essentielle? L'utiliser à notre avantage. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de comprendre pourquoi une attaque comme celle-là, en fait, fait autant parler d'elle. En fait, c'est une attaque qui touche les gens. C'est-à-dire que les gens sont touchés. C'est-à-dire que leurs données personnelles, importantes, confidentielles, se retrouvent dans la nature. Et donc ça, forcément, les gens n'aiment pas. Et je pense qu'en fait, les messages qu'on doit apporter quand on fait de la sensibilisation auprès des collaborateurs, on doit essayer aussi d'appuyer sur ces leviers-là. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir, dans les messages qu'on fait passer, dans quelle mesure, en fait, les sujets de cybersécurité vont avoir un impact concret sur la vie des gens. Donc, que ce soit un impact dans leur vie professionnelle, leur faire bien comprendre qu'en fait, que le jour où il y a une attaque, le jour où l'entreprise est touchée, en fait, les premières victimes, c'est quelque part, oui, bien sûr, les actionnaires, mais c'est en fait avant tout les collaborateurs. Parce que c'est eux qui vont se retrouver dans un environnement de travail qui va être dégradé. C'est-à-dire qu'ils vont devoir pouvoir travailler dans des conditions qui sont vraiment des conditions catastrophiques, parce que leur IT est à plat. Ils vont prendre du retard dans leur projet. L'entreprise, forcément, il y a un impact financier sur l'entreprise qui est hyper important. Donc aussi, quand une entreprise va mal à cause d'une attaque, derrière ça, forcément des répercussions sur la vie de l'entreprise et sur les collaborateurs. Donc vraiment bien leur montrer qu'on ne fait pas ça pour les embêter, mais qu'en fait, les premières victimes, et c'est malheureux, mais ça va être eux. Donc là, c'est un premier axe. Puis il y a un deuxième axe aussi qui, je pense, tourne plus autour de la vie personnelle. Ça va être en fait d'être, je pense, dans son approche de sensibilisation, essayer aussi d'être, je dirais, un peu désintéressé et d'éduquer aussi les collaborateurs sur des sujets qui ne sont pas forcément liés à la vie de l'entreprise. Ça peut être des fraudes financières, par exemple des fraudes aux faux supports bancaires qui sévissent, mais qui sévissent en fait tous les jours. Ça peut être des fraudes, j'en sais rien, la fausse livraison, etc., qui sont en fait assez bien faites
Et c'est de les aider en fait aussi dans leur vie personnelle pour leur montrer que la cyber, oui, c'est le pro, mais c'est aussi le perso. D'accord. Alors, je suis bien d'accord avec vous quand vous dites qu'effectivement, suite à une attaque, c'est pas juste les actionnaires, parce qu'on pense souvent que ça va toucher juste Ou le la direction. portefeuille. Voilà, la direction, et que nous, en tant qu'employés, on n'est pas du tout concernés. J'avais reçu sur une émission, justement, une psychologue spécialisée dans la cybersécurité. Ouais. C'est étonnant. Je ne savais pas que ça existait. Et en fait, son métier, c'est d'accompagner les employés, les collaborateurs à la suite d'une cyberattaque. Et ce qu'elle nous expliquait, le retour d'expérience était assez fabuleux. Elle nous disait que c'était un choc psychologique total pour les employés qui arrivent un matin, ils n'ont plus accès à leurs outils, n'ont plus accès à leurs contacts, à leurs clients, et on prend certains métiers comme par exemple les commerciaux, sur lesquels souvent, on sait très bien, les commerciaux, c'est les primes qui vont compter, ils ont un fixe qui est souvent pas très très élevé, mais tout se fait sur la prime, et vous avez des deadlines qui approchent, et comme on n'a plus accès à rien du tout, et notamment la liste de ses clients, on peut plus rien faire, donc c'est vraiment votre métier qui est impacté, et in fine finalement votre salaire, puisque c'est votre prime, et elle nous expliquait que c'était une violation personnelle qui était vraiment très très mal vécue. Ça, je l'avais pas, en tout cas, je l'avais pas imaginé. Je dois avouer que son témoignage était assez intéressant. Ouais, bah, je pense que ça rejoint ce que vous dire les gens qui ont, enfin, j'espère que c'est pas votre cas, moi ça l'a pas été, mais des témoignages que j'ai pu recueillir, c'est ce que j'en comprends, ça rejoint un peu ce qu'on constate quand quelqu'un s'est fait cambrioler, c'est un peu une violation de son C'est ce qu'elle intérieur. disait. Voilà. C'est exactement ce qu'elle a dit. Et donc, effectivement, je suis pas du tout surpris que les personnes se sentent très vulnérables dans ces situations. Et je pense qu'il y a même qu'un cas qui est pire que celui-là, c'est quand vous êtes vous-même, en plus, indirectement responsable de l'attaque. Parce que là, vous portez en plus la responsabilité de la crise de l'entreprise. Vraiment, c'est ce que je souhaite à personne. Et je me posais la question, quand on a ce type d'attaque, moi je prends les retours que j'ai des experts sur nos émissions en cybersécurité, ils vont tous me dire la même chose. Aller chercher des budgets en cybersécurité, c'est très difficile, c'est très compliqué. On est encore un peu dans un système où on voit la cybersécurité comme un coût et pas comme un investissement. J'avais d'ailleurs un directeur de la cybersécurité qui a travaillé aux États-Unis et en France et qui me disait on n'est pas du tout sur les mêmes mentalités. Aux États-Unis, c'est un investissement de long terme. C'est combien d'argent on va pouvoir sécuriser parce qu'on évite une cyberattaque, là où en France, c'est combien d'argent on va dépenser pour potentiellement se prémunir de quelque chose dont on ne sait pas va se produire. Et donc, ce qu'on m'expliquait, c'est qu'effectivement, c'était compliqué de trouver du budget et que souvent, malheureusement, on se réveille, en tout cas le COMEX se réveille une fois qu'une cyberattaque a lieu. Alors, je me demandais, est-ce que vous, en sensibilisation, c'est quelque chose que vous voyez ? Alors, oui et non. Je pense que si on avait fait cette interview il y a 4-5 ans, je vous aurais effectivement tenu ce discours-là, qu'effectivement, il y avait un vrai sujet d'enjeu d'arriver à sensibiliser les COMEX sur le ratio coût versus bénéfice et bien leur faire la preuve de façon assez objective qu'en fait, les coûts de la cybersécurité qui vont être représentés, j'en sais rien, 0,2%, 0,3% de votre CA versus le coût d'une attaque qui va vous coûter 10%, c'est un investissement avec un ROI qui est extrêmement positif. J'ai l'impression qu'on est un peu sorti quand même de cette discussion, de cette équation. Je pense que les dirigeants ont pris conscience quand même que les attaques, ça arrivait absolument à tout le monde, parce que mine de rien, les directeurs de PME, de TI parlent entre eux. Il y a eu quand même des exemples assez fracassants, et pas forcément d'entreprises très connues, mais qui ont fait quand même couler pas mal d'encre dans les milieux dirigeants. Et donc aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a une vraie prise de conscience et une ouverture à débloquer quand même des budgets sur ces sujets-là, en particulier sur la sensibilisation qui est quand même, je pense, identifiée comme clairement un des axes indispensables pour une stratégie cyber efficace. Et je pense qu'il y a quand même une autre tendance de fond qui aide beaucoup quand même au déploiement de ces solutions au sein des entreprises, c'est tout le côté un peu, je dirais, gouvernance, régulation qui, en fait, mine de rien, en lame de fond, fait beaucoup évoluer les mentalités. Je veux dire que ce soit de la part de vos donneurs d'ordre, si vous travaillez avec des grands donneurs d'ordre, de la part des assureurs, si vous avez des assureurs. Maintenant aussi, c'est le régalien qui s'y met, parce que quand on voit l'évolution de régulations comme NIS2, DORA, qui vont bientôt être transmis en France, on voit quand même que vous avez une espèce de convergence de forces qui vous force à vous équiper, même si, d'un point de vue ROI, vous n'êtes pas encore complètement convaincu, ce qui, de mon point de vue, une aberration, mais c'est normal que ça prenne un peu de temps aussi à maturer. Alors, concrètement, en 2025, c'est quoi la sensibilisation à la cybersécurité? Est-ce qu'on a dépassé le modèle du e-learning? Est-ce qu'on arrive à de la gamification? Qu'est-ce que c'est en 2025? Je pense qu'il est passionnant, effectivement, en sensibilisation, c'est qu'on vit une phase d'accélération, parce que maintenant, je pense que c'est acquis, que c'est une des briques indispensables dans une stratégie de cyber efficace. Et je pense que le e-learning garde toute sa pertinence, parce que l'avantage du e-learning, c'est qu'il permet en fait de constituer les bases de certaines connaissances des collaborateurs sur les sujets comme le phishing, un ransomware, pourquoi les attaques sont importantes, etc. Mais en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'on se rend compte que vous pouvez faire toutes les vidéos de e-learning que vous voulez, toutes les campagnes de phishing du monde que vous voulez.
il y a un plafond de verre qui est quand même très compliqué à aller dépasser. C'est-à-dire que vous aurez toujours des gens qui finiront par cliquer sur un email de phishing. Et donc, je pense que, en particulier, en plus, dans un contexte d'IA, de LLM, que tout le monde connaît, vous en parler. On pourra en reparler après sous mais où, du coup, les barrières à l'entrée pour faire des emails de spear phishing incroyablement ciblés sont tombées quasiment à zéro. Et donc, du coup, je pense que nous, dans notre métier de sensibilisation, et on n'a pas attendu de le faire, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, on s'est dit comment, justement, on peut utiliser l'IA pour, justement, essayer de faire monter d'un cran la sensibilisation. Donc, par exemple, ce qu'on met en place, ce qu'on a déjà commencé à mettre en place, d'ailleurs, depuis plus que plusieurs mois, plusieurs années, c'est de faire tout ce qu'on appelle sensibilisation en temps réel, où en fait, on va prévenir le collaborateur au moment où il fait face à une attaque, directement dans son mail, directement dans son navigateur, qu'il est face à un événement qui est potentiellement dangereux et qui doit donc se méfier. Tout en lui lançant la responsabilité, in fine, de cliquer ou pas cliquer. Mais lui donner en fait toutes les indications, grâce à la puissance de l'IA, pour qu'il soit capable de ne pas se faire avoir. Et du coup, ça se formalise comment? C'est un pop-up? Comment ça se... Alors exactement, enfin, tout dépend en fait du contexte dans lequel vous trouvez. Quand vous êtes dans le contexte du mail, ça va être par exemple un bandeau d'avertissement qui va être extrêmement contextualisé par rapport au mail que vous recevez. C'est-à-dire qu'on va vous dire exactement pourquoi l'email que vous venez de recevoir possède certaines caractéristiques qui le rendent dangereux. Dans le cas d'un navigateur, ça va être une pop-up exactement qui, de la même façon, va analyser la page sur laquelle vous vous trouvez pour essayer de vous expliquer pourquoi on pense que c'est pas une bonne idée, par exemple, de donner son mot de passe. Et ça marche incroyablement bien. Justement, j'allais vous parler de l'IA parce que je trouve ça assez incroyable. Je me souviens quand je mettais en place les politiques de sensibilisation à la cybersécurité, forcément la première ligne et la plus simple, c'était de dire vérifiez la grammaire, si vous avez des erreurs de grammaire, d'orthographe, si le logo il est pas en bonne qualité, il est un peu pixelisé, voilà. Ça, c'était des alertes pour moi, en tout cas que je faisais passer aux collaborateurs. Et quand je vois les mails de phishing aujourd'hui, ils sont exceptionnellement réalistes, ils sont parfait en français. J'ai presque envie de vous dire, s'il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est là où il faut vous poser une question. Ouais. Vraiment, c'est assez incroyable. Pareil, on arrive à générer des images de très très haute qualité. Et je me suis vraiment dit, mais à l'ère de l'IA qu'on est en train de vivre, mais comment on peut sensibiliser des collaborateurs? Mais effectivement, ce que vous me disiez, c'est avec ce pop-up-là, c'est-à-dire d'avoir une deuxième couche qui ne vient pas de vous finalement, qui vient de l'entreprise, de votre solution. Ouais, bah c'est une des approches possibles, mais effectivement, en fait... il y a des chercheurs en cybersécurité à Harvard qui ont montré que le coût pour réaliser des attaques de spear phishing avait été diminué de 95% en utilisant l'IA. Parce qu'en fait, on est capable d'en générer de façon industrielle, incroyablement ciblée. Donc c'est vrai que la problématique, elle est absolument énorme pour les entreprises. Là, avant, on pouvait se contenter d'envoyer quelques campagnes en disant, bon, de toute façon, c'est des mails assez grossiers, donc a priori, ils finiront par les voir. Maintenant, c'est plus possible. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, d'une part, c'est dans la façon dont on va sensibiliser les collaborateurs, c'est quand même d'être à minima, notre devoir, c'est quand même d'être au même niveau que les attaquants. Donc, c'est de faire des attaques qui soient au moins aussi bien faites qu'eux. Sinon, j'ai envie de vous dire, on fait quand même pas le b.a.-ba de notre travail. Ça, c'est un premier axe. Et puis, effectivement, je pense que le deuxième axe, c'est d'utiliser, en fait, tous les progrès que l'IA ont permis pour aider, peut-être différemment, les collaborateurs à détecter ces attaques. En fait, on se retrouve dans un monde où on est IA versus IA, quoi. Côté défenseur, côté attaquant. Côté attaquant, côté défenseur, mais avec toujours l'humain qui, lui, va devoir garder un regard critique sur les informations qui lui parviennent, pour faire en sorte de déterminer, in fine, s'il pense qu'il doit y aller ou pas y aller. Et c'est là où la sensibilisation... Et c'est là où la sensibilisation est indispensable. Voilà. Alors, justement, quelles sont, selon vous, les idées reçues ou les erreurs fréquentes que vous avez pu voir de la part de collaborateurs en matière de sensibilisation à la sécurité informatique? Je pense que le pire auquel on peut faire face parfois, c'est quand un collaborateur vous dit en fait, la sensibilisation, tu me demandes de faire quelque chose qui n'est pas mon travail. Moi, je suis dans une société, j'ai des objectifs, j'ai de la pression, et je suis pas analyste SOC. Mon travail, c'est pas d'analyser des menaces qui me parviennent et de faire attention à tous les mails que je reçois. Et c'est vrai que c'est une objection qui est assez forte parce qu'en fait, elle est assez vraie. C'est-à-dire que le travail des gens, c'est pas de devenir spécialiste en cybersécurité. Ils ont un travail à faire, ils ont des objectifs à atteindre, et c'est pas évident d'arriver à leur expliquer qu'en fait, vous avez des outils. Évidemment, les sociétés mettent en place des outils technologiques. Mais si on prend le cas de l'anti-spam, par exemple, ça fait 30 ans qu'on a des anti-spam, ça fait 30 ans qu'on a du phishing, et que c'est pas si facile que ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'eux. Donc, en fait, c'est là que je trouve qu'il y a tout l'intérêt et la beauté de notre métier. C'est que c'est un métier dans lequel, en fait, il faut faire preuve de beaucoup d'empathie vis-à-vis des collaborateurs. Il faut essayer de comprendre, en fait, quels sont les freins à l'adoption de... je dirais de comportements qui soient hygiéniques d'un point de vue cyber, et seulement trouver les bons mots, les bons formats pour les aider au quotidien. Alors justement, si on pouvait donner 3 leviers concrets pour une PME, justement, pour déployer un programme de cyber awareness pertinent, lequel vous metteriez en avant?
Alors je pense que 3 conseils pour une PME, une ETI, en tout cas une société à taille intermédiaire. Je pense que le premier, ça va être de très tôt impliquer le comité de direction, comité exécutif dans cette démarche de sensibilisation. Je pense que c'est quand même très important que les collaborateurs comprennent que c'est un objectif de société à laquelle la direction est associée. Donc, par exemple, qu'il y a un email qui vient du directeur général, par exemple, c'est des choses qui envoient le signal que c'est un sujet important pour la société. Ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Un deuxième conseil, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais en même temps, je pense que je le fais par conviction, c'est que il faut quand même s'appuyer sur ce qui existe. Il y a quand même aujourd'hui des plateformes, peu importe laquelle non, mais qui sont quand même plus ou moins bien faites. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, de créer des contenus à partir de zéro. Il y a des gens qui ont fait ce travail-là pour vous. Faut s'appuyer là-dessus, sur tous les outils qui existent sur le marché. Et le troisième conseil, je pense, c'est de surtout pas perdre la relation humaine avec les personnes. Justement, en s'appuyant sur les outils, vous allez pouvoir vous dégager en fait de toutes les tâches opérationnelles liées à la sensibilisation, qui sont quand même assez chronophages et longues à mettre en place. Et vous allez pouvoir aller au contact de votre équipe, comprendre en fait quels sont justement les éléments que les gens ont du mal à percevoir, les blocages qu'ils ont pour leur apporter des réponses de professionnels. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé face à un chef d'entreprise absolument réticent, à qui on n'arrive pas à expliquer la sensibilisation et que vous avez peut-être réussi à convaincre? Comment on passe de quelqu'un qui ne comprend pas ce danger-là à quelqu'un qui commence potentiellement à prendre conscience de ces risques? Alors, ce qui peut être intéressant, c'est un exercice qu'on fait parfois, c'est essayer de montrer aux personnes à quel point leur niveau de vulnérabilité, en tout cas humain, est extrêmement élevé. Donc, ça peut être quoi? Par exemple, ça peut être essayer de monter un petit test de phishing Ça marche, ça. avec la société pour leur expliquer, enfin leur mettre face à des réalités objectives, chiffrées, leur montrer qu'effectivement le niveau de risque est quand même extrêmement élevé. D'accord. Parce que c'est quand même pas rare quand on fait une campagne de phishing sur une société qui a un niveau de maturité relativement faible, encore que, d'avoir 30, 35%, 40% des personnes qui se font avoir. Convaincre par la preuve, finalement. Ouais. C'est vrai que j'avais vu des statistiques, et je ne sais plus si elles sont d'actualité, parce que c'était celle de 2024, mais on était sur du 85-87% des attaques. Le premier point d'entrée, ça va être une campagne de phishing, c'est l'erreur humaine en réalité. Et que tous les experts avec qui j'ai pu échanger m'ont toujours dit, la fausse idée qu'on peut avoir en cybersécurité, c'est de penser que les cyberattaques sont très très complexes. Alors que oui, il y en a, mais que la réalité, c'est que la plupart des cyberattaques sont pas très complexes, ça passe vraiment par une erreur humaine, un lien qui a été cliqué, quelque chose qui a été fait, et demande pas effectivement d'avoir un niveau extrêmement fort. Et on parlait de l'IA tout à l'heure, j'avais vu un responsable de la cybersécurité récemment qui me disait aujourd'hui la barrière d'entrée pour être un hacker a énormément baissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a WormGPT qui, je sais, a été fermé depuis, mais était capable de vous produire en fait du code malveillant. Donc, vous n'avez même plus besoin de coder. Aujourd'hui, vous avez des outils qui, pour des hackers, permettent de vous donner des éléments pour pouvoir hacker extrêmement facilement. Et puis aujourd'hui, on a même des langues rares qui peuvent être transformées pour pouvoir faire des campagnes de phishing, puisqu'avec les IA, on traduit tout, même quand on ne parle pas. Voilà, on peut avoir quelqu'un du Japon qui essaye de faire des campagnes de phishing en France avec un parfait français. C'est assez effrayant, je trouve. Ah bah, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a la conjonction de deux phénomènes. On a d'une part l'explosion de l'IA qui rend accessible à quasiment n'importe qui la capacité à mener des attaques relativement complexes, avec en plus le développement de l'open source, qui par ailleurs, je pense, est une très bonne tendance à tout point de vue, qui vous donne accès en fait à des modèles quasiment sur étagère, qui vont permettre aux différents stades de l'attaque, que ce soit de l'infiltration ou alors de l'expansion dans le réseau, de mener à bien des attaques de façon très efficace. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que la cyber-awareness peut devenir un enjeu de souveraineté numérique et culturelle en Europe avec des contenus produits localement et adaptés à nos réalités? Je pense que en fait, la question de créer des contenus à la fois locaux, adaptés aux réalités du terrain des entreprises, c'est une question qui dépasse la question de la souveraineté. C'est plutôt une question qui va toucher l'enjeu en fait de l'efficacité de vos programmes de sensibilisation. C'est-à-dire que si vous avez des contenus qui sont complètement hors sol, qui n'ont aucun rapport avec la réalité des collaborateurs et qui reflètent pas leur quotidien, les menaces auxquelles ils font face, etc. En fait, évidemment, les gens vont être complètement s'y désintéresser complètement, pas suivre les contenus qui sont associés, et donc l'impact de votre programme de sensibilisation il va être proche de zéro. Là où en fait, je pense qu'on rejoint la question de la souveraineté, c'est-à-dire que et si effectivement vous avez que des sociétés américaines américaines ou autres, mais c'est vrai que généralement sont quand même des leaders dans ce secteur, qui sont en charge de la sensibilisation, je pense qu'il y a quand même fort à parier qu'elles vont pas beaucoup s'intéresser aux spécificités locales
et donc que, in fine, vos programmes de sensibilisation ne soient pas suivis d'un grand succès. Donc c'est pour ça que je pense que oui, la question de la souveraineté reste en fait une question assez essentielle. Alors, on le disait au départ, donc on avait Mantra et puis on a Cyberguru. Il y a eu ce Ouais, rapprochement tout à fait. justement entre les deux. Donc Cyberguru qui est une société italienne, Mantra qui est une société de sensibilisation française. Mhm. Donc, quels sont vos objectifs? C'est quoi la stratégie? C'est de pouvoir s'étendre au niveau européen. Donc, je vois que vous êtes bien solides chacun d'entre Ouais, vous dans vos pays respectifs. Et ouais. donc, il y a peut-être une volonté d'expansion. Bah, je pense que l'idée derrière cette fusion, c'était en fait de créer effectivement un leader européen, parce qu'on vient de parler de souveraineté européenne, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que si on veut faire des choses d'une certaine taille, d'une certaine importance, on est quand même plus fort ensemble avec des alliés européens. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui, on est près de 150 collaborateurs en Italie, en France, aussi en Espagne, en Suisse, dans le Benelux, qu'on travaille aujourd'hui avec près de 1500 clients qu'on accompagne sur ces problématiques. Et moi, ce que je trouve intéressant, en fait, alors en particulier sur le marché français, mais c'est vrai sur d'autres marchés européens, on pourra étendre la réflexion, c'est qu'on voit qu'en France, aujourd'hui, le marché de la sensibilisation est un marché extrêmement dynamique. C'est-à-dire qu'il y a en fait effectivement beaucoup de demandes de la part des entreprises pour avoir des solutions qui leur permettent de répondre à ces problématiques. Et il se trouve qu'on a la chance, effectivement, d'avoir un produit qui, je pense, répond bien justement aux attentes des entreprises. Donc c'est pour ça que nous, c'était assez naturel d'amplifier encore notre croissance sur la France ou l'Italie. Et je pense que l'Europe, de façon générale, est assez porteuse sur ces questions-là. On en parlait tout à l'heure, mais aussi grâce aux questions de régulation. L'Europe est un continent sur lequel les sujets de régulation sont quand même assez importants, ont du poids, notamment avec l'exemple de NIS2, qui est une directive qui est du coup adoptée à l'échelle européenne. Et ça, c'est sûr que ça amène à une adoption encore plus forte de ces solutions de sensibilisation, qui sont un des piliers qu'on retrouve très souvent dans ces besoins Alors, de gouvernance. on parlait justement des différents formats. On a du format e-learning. Je comprends que vous avez aussi des formats vidéo type Netflix, vous avez des chatbots, vous avez pas mal de choses différentes. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez est l'approche qui fonctionne le plus? Je pense qu'il n'y a pas d'approche qui fonctionne mieux dans l'absolu. Ce sont que des approches complémentaires et qu'il va falloir. Et la question qu'il faut se poser, c'est en fonction du contexte dans lequel je suis, qu'est-ce que je vais devoir pousser. Donc, si on prend par exemple la question de la sensibilisation, nous on avait commencé par un format de chatbot et c'est vrai qu'on a des entreprises sur lesquelles on a une traction absolument incroyable avec ce produit parce que ça correspond bien, je dirais, à l'utilisation des outils en interne, par exemple de Microsoft Teams, qui est quand même Comment ça marche un petit peu? Si vous pouvez nous en dire. de façon extrêmement simple, c'est-à-dire que les gens utilisent Microsoft Teams. Dans Microsoft Teams, vous pouvez avoir des petites applications. Et cette petite application, par exemple, va être un chatbot qui, de façon régulière, ça peut être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, va venir interagir avec le collaborateur sur un sujet de cybersécurité dédié. Ça peut être, j'en sais rien, les campagnes de phishing via QR code, ça peut être les dangers de l'IA générative et comment se comporter avec ChatGPT, etc. Donc l'idée, c'est à la fois de former les gens sur des sujets qui sont des sujets un peu basiques, par exemple le ransomware, et en même temps des sujets d'actualité pour s'assurer qu'ils comprennent bien les enjeux face à l'évolution des menaces. Donc, vous avez des sociétés dans lesquelles ça peut très bien fonctionner, par exemple ce format chatbot, et dans ce cas-là, c'est sûr que c'est ça qu'il faut faire. Vous avez d'autres sociétés, par exemple, dans lesquelles la vidéo sera mieux reçue pour toute une série de raisons qui peuvent être culturelles, etc. Et donc, c'est important à ce moment-là de savoir, en fait, apporter quelque chose d'autre. Et je pense que c'est vraiment une des forces aujourd'hui de Mantra et Cyberguru sur le marché européen, c'est qu'on a une offre extrêmement complète et on est capable de s'adapter justement au contexte de chacune des entreprises. Alors, j'ai une dernière question. Ouais. Vous êtes entrepreneur et forcément, nous, les entrepreneurs, on aime bien imaginer le futur, voir comment les choses peuvent évoluer. Vous avez déjà un peu de recul, vous avez vu comment l'évolution de la sensibilisation a pu se mettre en place. Qu'est-ce que vous imaginez dans le futur comme type de sensibilisation au vu des technologies qui sont en train d'apparaître? Moi, je pense que le futur de la sensibilisation, il va jouer à 2 niveaux. Le premier, c'est la capacité, je pense, à faire de la sensibilisation qui soit toujours plus personnalisée. C'est-à-dire toujours plus en phase avec, d'une part, les besoins de l'entreprise et d'autre part, la réalité du collaborateur. Je pourrais vous expliquer en 2 mots derrière. Et je pense que le deuxième axe qui est hyper important, c'est de voir à quel point aujourd'hui, en fait, la sensibilisation commence à être intégrée directement dans tous les outils de travail. Donc, que ce soit la messagerie, que ce soit le navigateur, que ce soit aussi le mobile, etc., où on va se retrouver vraiment directement interfacé avec le collaborateur. Donc, sur la partie, je dirais, personnalisation, ce qui est très intéressant, ça va être progressivement, et nous on y arrive déjà, c'est de voir en fait quels sont les types d'attaques sur lesquels les collaborateurs tombent le plus facilement, et en fonction justement des erreurs des collaborateurs, pousser du contenu qui va être justement qui va être approprié. Par exemple, vous avez un collaborateur qui met de la donnée confidentielle sur un site comme ChatGPT, on va s'en rendre compte, et à ce moment-là, on va pouvoir lui pousser un contenu qui va lui expliquer en fait pourquoi c'est une mauvaise idée, quels sont les risques et qu'est-ce qui peut se passer derrière. Donc c'est cette réactivité, cette personnalisation qui, je pense, est clé.
Et d'autre part, le côté intégré dans les outils, sur ce même exemple, par exemple, vous êtes sur ChatGPT, vous êtes en train de charger de la donnée d'entreprise. Je pense qu'il ne faut pas attendre que l'incident se produise pour agir. C'est au moment où l'incident se produit qu'il faut être en mesure d'expliquer directement au collaborateur que c'est pas forcément une bonne idée et qu'il est toujours temps de faire machine arrière. Alors, un dernier mot pour le public qui nous suit sur la sensibilisation. Moi, je dirais que je pense que aujourd'hui, il y a une telle évolution technologique sur les 24-12 derniers mois que je pense que c'est vraiment le moment de revisiter quelles ont été les initiatives qui ont été prises en matière de sensibilisation. Parce qu'on peut bénéficier aussi aujourd'hui d'innovations qui n'existaient pas il y a encore un an et qui vous permettent d'atteindre des résultats sur justement tous les KPI qu'on a mentionnés qui semblaient imaginables il y a encore quelques mois. Eh bien, Gaspard Droz, merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé votre expertise et puis d'avoir répondu à mes questions. C'était l'angle d'attaque de Risk Intel Media. Merci beaucoup Yacine pour votre invitation. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de l'angle d'attaque de la chaîne Risk Intel Media. On a pu parler de sensibilisation, mais également d'IA et surtout comment on peut utiliser l'IA dans le cadre de cette sensibilisation pour permettre aux entreprises d'être résilients face aux cyberattaques. Si vous avez aimé notre contenu, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner. Ça nous donne de la force et ça nous permet de continuer à vous proposer un contenu toujours plus qualitatif.